Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur ce plateau pour parler du projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. C'est le titre exact du texte qui, selon la volonté du président de la République et du gouvernement, comporte deux volets dans un même texte, le développement des soins palliatifs d'une part et l'aide à mourir, concrètement le suicide assisté et l'euthanasie. Présenté le 10 avril en Conseil des ministres, l'Assemblée nationale a débuté son travail en commission spéciale d'abord, puis dans l'hémicycle à partir du 27 mai prochain. Alors, des débats contradictoires sur la fin de vie, il y en a eu ici sur ce même plateau. Je pense notamment à celui avec le député Jean-Louis Touraine et le docteur Claire Fourcade, présidente de la Société française de soins palliatifs, ou le philosophe Jacques Ricot, aussi avec le président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, Jonathan Denis. Je vous y renvoie d'ailleurs volontiers, et c'est à revoir sur notre site internet kto-tv.com. Mais cette fois-ci, eh bien, la rédaction de KTO vous propose un regard croisé pour prendre la mesure des dispositions et des bouleversements qu'introduirait ce texte. Jean Leonetti, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire d'Antibes, député pendant 20 ans, ancien ministre, engagé au sein des Républicains. Je le mentionne, même si ce n'est pas à ce titre que vous êtes présent aujourd'hui. Nous vous avons invité car vous avez porté des lois qui concernent les droits des malades en fin de vie, d'abord en 2005, puis ensuite avec Alain Claes en 2016. Vos réflexions, votre expertise, on le sait, compte aussi pour vos collègues parlementaires. Vous êtes médecin cardiologue de profession, je le mentionne. Et puis avec vous, monseigneur Mathieu Rouget, merci beaucoup d'être là. Évêque de Nanterre, porte-parole de la Conférence des évêques de France sur la fin de vie, engagé sur les questions de société. De 2004 à 2012, vous avez été directeur du service pastoral d'études politiques à la paroisse Sainte-Clotilde à Paris, ce qui vous vaut la dénomination impropre, mais compréhensible par tous, d'aumônier des parlementaires. Alors, première question autour de ce projet de loi. Il a été présenté au gouvernement, je le disais, il est en travail en ce moment à l'Assemblée nationale. La France est prête à basculer d'une certaine manière. Est-ce que ça vous préoccupe, Jean Leonetti ? En tout cas, vous avez raison d'utiliser le mot « basculer ». C'est une rupture. C'est d'abord une rupture avec les lois antérieures, puisque nous, on a fait des lois jusqu'à présent en France, des gens qui vont mourir, et là, c'est une loi pour les gens qui veulent mourir. Donc, c'est une première rupture. La deuxième rupture, c'est une rupture anthropologique. Dans les interdits, les transgressions majeures, il y a ne pas donner la mort à l'autre. Voilà. Et d'ailleurs, toutes les démocraties ont supprimé la peine de mort, même dans des situations qui peuvent paraître violentes ou criminelles. Donc, dans ce contexte-là, oui, il y a des préoccupations. Il y a une préoccupation sur le fond, et il y a aussi une préoccupation sur la forme. Les mots ne sont pas dits ou les mots sont masqués. Aide à mourir. Moi, si on me dit qu'est-ce que c'est l'aide à mourir, mourir, c'est un verbe qui fait passer de la vie à la mort. Aider quelqu'un à s'approcher de la mort, je peux presque considérer que c'est les soins palliatifs. En réalité, on donne une substance létale, on donne une substance qui va donner la mort. Donc c'est une euthanasie ou un suicide assisté. Et dans les deux cas, les deux mots ne sont jamais utilisés. Les termes ne sont pas dans le projet de loi. Et non. Et je pense que, moi je suis très camusien comme référence philosophique. Et Camus, on lui attribue une phrase qui dit « Ne pas nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde ». Il faut dire les choses. Après tout, s'ils veulent faire le suicide assisté comme l'Oregon, ils le disent. S'ils veulent faire l'euthanasie comme la Belgique, ils le disent. On a des références. Et les autres pays n'ont pas eu ces fausses pudeurs. Je dirais même que si vous regardez l'avis du Conseil d'État, le Conseil d'État, qui est quand même une référence en matière législative, demande au gouvernement de préciser sa pensée et de préciser les mots, en particulier l'aide à mourir, au moins l'aide active à mourir. Voudrait un peu avancer dans la précision des choses. On va aussi chercher à comprendre, bien sûr, ce qu'il y a dans ce projet de loi, votre regard sur le sujet et ce choix de sémantique d'euphémisme. Monseigneur Rouget, d'abord. Moi, je suis très sensible à ce que vient de dire Jean Leonetti sur l'euphémisation. Un débat démocratique entre citoyens adultes, c'est un débat qui nomme les choses. Et j'étais très frappé, par exemple, qu'on veuille mettre sous l'unique vocable accompagnement
à la fois les soins palliatifs et une forme d'aide active à mourir. Et de manière très étonnante, dans le projet de loi, il est prévu de biffer, dans le code de santé actuel, le mot palliatif pour changer par accompagnement. Et en réalité, c'est important de dire qu'il y a des logiques complètement différentes. Beaucoup de soignants, à l'écoute desquels j'essaie de me mettre, disent que la main qui soigne ne peut pas être la main qui pose un geste létal. Il en va de la confiance, disons, fondatrice entre un patient et le médecin qui prend soin de lui. Et je crois que c'est très important de pouvoir avoir un débat adulte et pleinement démocratique. Et je le dis en citoyen comme en évêque. Je crois que c'est très important de dire d'emblée que le débat sur la fin de vie n'est pas un débat de laïcité, n'est pas un débat entre croyants et non-croyants, entre dépositaires d'une position religieuse et d'une position laïque. Jean Léonetti est un laïc revendiqué, je suis évidemment un croyant engagé, mais au nom de la raison commune, en nous écoutant les uns les autres, avec ce goût de la dénomination précise des choses, nous pouvons contribuer à un débat démocratique. Et je crois très important de sortir de l'idée qu'une loi en faveur du suicide assisté et de l'euthanasie combinée serait un progrès de laïcité. Non, ce serait une régression d'humanité. Ouais, du coup, j'ai cette question, Jean Léonetti. Vous tenez du coup une position catholique. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui le penseraient ? Ben justement, votre interrogation est fausse. Je ne tiens pas une position catholique. Je tiens une position humaine. Dans Les Frères Karamazov, Dostoïevski dit « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Et moi, je revendique l'idée que si Dieu n'existe pas, rien n'est permis. Et en tout cas, pas de tuer son frère. En tout cas, pas de tuer l'autre. Si vous référez, par exemple, au philosophe Lévinas, Lévinas dit « Le visage de l'autre m'interdit de le tuer. Je vois le visage de l'autre, et l'autre, il est à la fois un autre et moi-même. Et donc, il est potentiellement, puisqu'il est un autre, un ennemi, et dans le visage, qui est aussi le miroir de moi-même, je vois un frère. Donc, et je m'interdis, parce que ce visage me reflète, je m'interdis de le tuer. Toutes les sociétés se sont construites sur l'idée qu'on ne donne pas la mort à son frère. Voilà. On ne donne pas la mort à son semblable. Donc, cette idée-là, à mon avis, elle est fondatrice. Et c'est pour ça qu'en dehors de la rupture médicale, la main qui soigne et pas la main qui tue, en dehors de la rupture entre les textes antérieurs et les textes éventuellement qui va être voté à l'Assemblée, il y a une rupture anthropologique. C'est la première fois qu'on mettra dans la loi qu'on peut donner la mort à l'autre, et pour ne pas sauver la sienne. Il y a deux circonstances, au fond. Il y avait la peine de mort qui a été abolie en France en 80. Mais c'est bien pour ça. Une société... je n'ose plus citer Badinter, puisque Badinter, il a quand même été auditionné 3 fois. Il a dit 3 fois la même chose. Et je vois que Mme Badinter dit qu'il aurait voté la loi. Je ne vais pas faire parler les gens qui sont partis, mais Robert Badinter disait, dans une démocratie, on ne donne pas la mort. C'est et on ne peut pas accuser Badinter de catholicisme convaincu. Donc... J'ajouterais par rapport à ce que Jean disait, que votre position n'est pas une position catholique, mais une position humaine. Mais ma position d'évêque, c'est aussi une position d'abord humaine. Certes, avec l'enracinement qui est le mien, mais dans le champ du débat politique, le pape Benoît XVI a beaucoup réfléchi et enseigné à ce sujet. C'est au nom de la raison que nous prenons position. Et donc, ma position, c'est la position humaine d'un catholique. On plonge un peu dans les dispositions du projet de loi. Comment est définie l'aide à mourir, Jean Léonetti, et vos réflexions à ce sujet ? En réalité, d'abord le débat éthique, si je peux me permettre de repositionner, il est toujours un conflit de valeurs. Lorsque vous écrivez la loi de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité, vous savez très bien que si vous ouvrez l'espace de liberté, vous risquez de fragiliser l'égalité. Et si vous voulez une société totalement égalitaire, vous allez éteindre la possibilité de la liberté individuelle. Donc,
La fraternité est probablement le ciment qui permet le lien entre la liberté et l'égalité. Donc, il y a un conflit de valeurs. Conflit de valeurs entre la liberté qui dit c'est mon choix, c'est mon droit, l'autonomie de la personne qui doit être respectée, et de l'autre côté, la capacité à protéger les plus faibles, les plus vulnérables, y compris contre eux-mêmes. Vous n'avez pas le droit de vendre votre rein alors qu'il est à vous. Et vous pourriez très bien revendiquer le fait que c'est possible. Vous n'avez pas le droit de vendre votre utérus, en tout cas en France, pour porter un enfant d'un autre. Vous n'avez pas le droit de vous mutiler, vous n'avez pas le droit de vous droguer, vous n'avez pas le droit de vous prostituer. Tout ça, ça peut, si vous le mettez sur le versant liberté, vous pouvez dire « Et pourquoi ? C'est ma vie, je fais ce que je veux. » Non, parce que ta vie t'engage. Notre dignité humaine, notre humanité n'est pas purement individuelle. Elle est le lien qui nous unit et le but qui nous anime. Et donc, je ne peux pas vendre mon rein parce que c'est un rein humain et je ne peux pas le vendre à quelqu'un qui en bénéficierait de rêve. Donc ça, c'est l'élément, à mon avis, essentiel dans cet équilibre. Est-ce que j'ai le droit de me tuer ? C'est une bonne question, une question juridique. On l'a évoqué souvent avec Robert Badinter. Oui, j'ai le droit de me tuer. Est-ce que c'est un droit liberté ou un droit créance ? Quelle est la différence ? Le droit liberté, je suis très bien, je suis sur un plateau avec un débat qui me passionne toujours, mais je peux sortir, et en sortant, je décide de mettre fin à mes jours. C'est une loi liberté. C'est-à-dire que si je suis sauvé, personne ne me condamnera pour avoir fait ce geste contre moi-même. Pour autant, Monseigneur Rouget est un mauvais exemple, mais vous, monsieur, que je ne connais pas, je vous dis, écoutez, je veux me jeter dans la Seine, venez m'aider à le faire. Vous allez dire non. Vous allez dire non par fraternité. Et vous allez dire non d'ailleurs parce que la loi vous l'interdit. Parce que ce n'est pas une loi créance. Ce n'est pas une loi que je peux revendiquer. Je peux revendiquer mon droit à la vie. Je ne peux pas revendiquer mon droit à la mort. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui l'a écrit à peu près de cette façon. Donc, attention à ce que les lois de liberté, je peux aller venir penser, etc., et qui sont des lois d'ouverture, ne tombent pas dans la loi de créance, c'est-à-dire que ce droit individuel que j'ai de mettre fin à mes jours ne puisse pas un jour être un droit que je revendique comme un droit opposable à la société. En l'occurrence, dans le projet de loi, ce qui est mentionné, c'est qu'il faut être majeur, de nationalité française ou résider en France de manière stable, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, je cite, être atteint d'une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou à moyen terme. Le projet de loi ajoute que la personne doit présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d'arrêter de recevoir des traitements. Et dans ces conditions, elle peut demander au médecin de pouvoir bénéficier de cette aide à mourir. Je donne les conditions qui sont dans le projet de loi. Telles qu'elles sont énoncées, et puis on en parlera sûrement, la fragilité de l'énoncé de conditions dans un cadre si sensible. Mais je trouve très important dans ce que vient de dire Jean Léonetti, sur ce débat évidemment très sensible, sur lequel il n'est pas question d'être caricatural ou à l'emporte-pièce. C'est que le vrai débat, il n'est pas entre laïcité et position religieuse, il est entre une sacralisation de la liberté individualiste et la fraternité. Parce que beaucoup disent, mais pourquoi nous refuser de faire le choix individuel qui nous conviendrait ? En réalité, chaque choix individuel engage la société. Et donc, nous ne pouvons pas réfléchir à la liberté individuelle sans l'articuler avec la fraternité et la manière dont nos actes à chacun engagent le respect de tous. Et on voit bien aujourd'hui dans bien d'autres domaines qu'une sur-sacralisation, si j'ose dire, de la liberté individuelle qui devient un individualisme, eh bien, en fait, délite progressivement le lien qui nous unit et qui nous permet de faire société. Et le président de la République, chez nos confrères de la Croix, quand il a présenté ce projet de loi, ses intentions, il dit « Cette loi de fraternité permet de choisir le moindre mal quand la mort est déjà là ». Alors la mort, quand elle est là, on n'a plus à choisir. Donc c'est encore un abus de mots.
Le mourant est un vivant. Pourtant, ça parle aux gens. On se dit, On n'est si pas la là mort pour est pas parler très aux gens, on proche- est là pour regarder les faits. Voilà. Donc si vous êtes mort, monsieur, si la mort est là, je n'ai plus, moi, en tant que médecin, en tant qu'entourage, en tant que famille, plus rien à faire sur votre personne. La réalité, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure les éléments restrictifs. Vous inquiétez pas, vous voyez bien qu'il faut être adulte, il faut être français, il faut être etc., etc., etc. À l'intérieur, on y trouve deux termes qui sont assez intéressants. C'est que la souffrance réfractaire, c'est une souffrance qui résiste aux soins palliatifs, par exemple. La souffrance insupportable, c'est quelqu'un, comme le dit le texte, qui dit « Moi, je ne veux aucun médicament, je veux simplement que vous veniez me donner la mort. » Et vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans la même situation, on n'est pas dans l'impasse. C'est un choix. Ce choix, il est, comme le dit Monseigneur Roger, un choix individuel. Le deuxième point, c'est est-ce que ce cadre restrictif tient? La Belgique, il n'a pas tenu. La Suisse, il n'a pas tenu. L'Oregon, il n'a pas tenu. Le Canada, il n'a pas tenu. Le Canada est un bon exemple, puisque le Canada dit c'est des gens qui vont mourir à moyen terme. C'est d'ailleurs l'idée qu'il y a dans ce texte. Qu'est-ce que c'est que le moyen terme? 3 mois, 6 mois, 1 an? Et autant un médecin peut dire dans une semaine, dans la semaine qui va venir, ce malade va mourir, en se trompant très peu. Autant si on élargit le champ et qu'on dit 1 an avant, est-ce que cet homme va mourir dans 1 an? Ben, il va se tromper 1 fois sur 2. Et on a des exemples à foison de pronostics qui ont été complètement démentis par les faits. Donc, vous voyez que dans ce premier élément, il y a des mots qui sont encore ambigus. Alors pourquoi sont-ils employés d'après vous? Pour masquer la réalité des choses. Parce que si vous dites suicide assisté, d'abord c'est un oxymore. Suicide, ça veut dire je me tue. Suicide assisté, c'est plus moi qui me tue, puisqu'on vient m'aider à me tuer. Mais admettons cet élément-là. À votre avis, c'est quoi le suicide? Dans une société, réfléchissons 2 minutes. Les jeunes Français se suicident plus qu'il y a 30 ans. Est-ce que c'est un indicateur de liberté ou c'est un indicateur de souffrance? C'est un indicateur de souffrance, évidemment. Et pourquoi on appliquerait d'autres critères à ceux qui sont en fin de vie? Pourquoi on appliquerait d'autres critères à ceux qui arrivent à l'hôpital et qui viennent de se suicider? Voilà, je suis malheureux, j'ai perdu mon emploi, je n'ai pas d'entourage familial et je viens d'apprendre que j'ai une maladie. Voilà. Est-ce que je me tue, plutôt je fais une tentative de suicide, j'arrive à l'hôpital. Donc celui-là, je le sauve. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et heureusement. Parce qu'on a l'espoir de lui redonner le goût à la vie. Voilà. Pour 1 an, pour 2 ans, pour 6 mois peut-être. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui viennent et qui disent « moi je veux être suicidé ». Et le même système, la même société, va dire « il y a les bons suicides et les mauvais suicides ». Il y a les bons suicides que je favorise et que je provoque, et les mauvais suicides contre lesquels je lutte. Alors bien sûr, le jeune de 16 ans qui se suicide par déception amoureuse, la question ne se pose pas. Mais le suicide, c'est un phénomène complexe. Il n'y a pas que la maladie. Il y a aussi la solitude, il y a la pauvreté, il y a l'estime de soi. Et une société qui dit, vous avez le droit, quelquefois en prenant d'ailleurs des maladies, ce qui est particulièrement grave, et en disant, si vous avez cette maladie-là, mais bien sûr que vous avez le droit de vous tuer. Quel est le message qu'on pense? Le message, une loi, elle dit la norme, et elle porte un symbole. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont de trop dans notre société, et parce qu'on n'a plus envie de les soulager, ou parce qu'on n'a plus les moyens de les soulager, je rappelle que 20 départements n'ont pas de soins palliatifs, d'unités de soins palliatifs, eh bien on va leur dire, je vous donne une loi par défaut. Je ne peux pas vous soulager, vous souffrez, je vous donne une alternative. Et certains vous diraient, mais attendez, le premier volet du projet de loi, c'est le développement des soins palliatifs sur 10 ans. Alors je réponds très simplement, les soins palliatifs n'ont pas besoin de loi. Tout le monde sait ce que c'est les soins palliatifs. Elle a besoin de moyens. Elle a besoin de moyens. Donc faire une loi
pour redire la loi de 99, qui est une loi qui a été mise en place en 99, il y a 25 ans, et qui dit chaque Français a droit à un accompagnement palliatif. 25 ans après, on refait une loi en disant « je vais vous donner le soin palliatif ». Mais pire que ça, cette loi, elle ne dit pas « je m'engage dans une loi de programmation », comme on fait des lois de programmation militaire sur plusieurs mandats. Cette loi, elle change les mots, encore une fois. Et on enlève le mot palliatif pour mettre accompagnement. Et dans accompagnement, on a bien compris que ça ne sera pas des unités soins palliatifs qu'on va faire. On va faire des maisons dans lesquelles on pourra accompagner la personne, mais aussi lui donner la mort. Je trouve qu'il y a plusieurs choses importantes dans ce double volet. D'abord, la première partie sur les soins palliatifs ne comporte pas de volet budgétaire. Et donc, en fait, sa réalisation est tributaire de décisions budgétaires dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en particulier. Après, d'ailleurs, le gouvernement lui-même dit que le plus important, c'est la stratégie décennale qui a été annoncée il y a quelques jours. Et puis, une vraie difficulté pour certains parlementaires. D'ailleurs, l'actuel ministre délégué à la Santé avait fait une tribune pour demander le contraire de ce qui a été finalement décidé. C'est qu'il y a un volet soins palliatifs et un volet aide active à mourir. Et donc, au Parlement, on vote article par article, mais après, on vote globalement sur la loi. Et donc, des parlementaires vont se trouver tiraillés entre le fait de ne pas manifester leur soutien aux soins palliatifs pour ne pas manifester leur soutien à l'aide active à mourir, ou l'inverse. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas juste du point de vue de la mise en œuvre de la liberté démocratique. Je voudrais revenir un instant. Non, c'est comme ça. Sur ça a été le choix. C'est le choix, mais peut-être qu'il peut y avoir des amendements et du travail dans ce domaine-là. Je me permets de revenir sur le... Mais ce choix, il m'a été justifié par quelqu'un de l'exécutif en disant, mais de toute façon, comme le volet palliatif n'a pas beaucoup d'importance, ceux qui voudront vraiment s'opposer à l'aide active à mourir ne refuseront pas grand-chose aux soins palliatifs en ne votant pas la loi dans son ensemble, ce qui est une sorte d'aveu, évidemment. Je reviens un instant à la phrase du président de la République que vous citiez dans La Croix. Et c'est intéressant de voir que la rédactrice en chef de La Croix, Anne Ponce, une femme d'ouverture, avait réagi très, très vigoureusement en parlant de détournement de la valeur de fraternité. Il y a la question de la fraternité. Comme l'a dit Jean Leonetti, comment accueillir dans notre société les personnes les plus fragiles sans que pèse sur elles une sorte d'injonction à ne pas être un poids trop lourd pour la société. J'étais intéressé pendant les auditions qui ont commencé au Parlement de voir un député LFI, je crois, porteur du handicap, dire qu'il s'interrogeait sur la manière dont ce projet de loi s'inscrivait dans le cadre d'une société qu'il qualifiait de validiste. Et je trouve ça très important. Comment est-ce que notre fraternité permet que les personnes fragiles se disent qu'elles ont pleinement le droit de vivre? Ensuite, il y a la question du moindre mal. Et il y a cette phrase d'Hannah Arendt qui dit que quand on fait le moindre mal, quand on se résout à faire le moindre mal, très vite, on oublie qu'il s'agit du mal. Et cette question du moindre mal est une question philosophique et éthique complexe, mais en tout cas, elle ne suffit pas à tout justifier. Et enfin, Jean Leonetti l'a dit, quand la mort est déjà là, tous ceux d'entre nous, et je pense que beaucoup de téléspectateurs sont dans ce cas-là, qui ont accompagné quelqu'un à l'approche de sa mort, savent combien les derniers jours, les derniers moments sont importants. Et une des grâces des soins palliatifs, c'est de permettre que dans un cadre apaisé, des paroles se disent entre des parents, des enfants, des frères, des sœurs, et qui, en réalité, transforment la vie de ceux qui restent et aussi apaisent le cœur de ceux qui vont partir. Et il y a eu tout ce travail aussi autour de la solitude des mourants pendant le Covid, avec d'ailleurs des déterminations dans ce sens-là, pour que chacun puisse toujours recevoir la visite de ses proches. Il y a eu un très beau collectif, tenir sa main, je crois. Et c'est très important de se dire que les derniers jours d'une vie ne sont pas les moins importants pour soi et pour ceux qui restent. Jean Leonetti, Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, a annoncé 1 milliard concernant les soins palliatifs. Ça vous fait sourire? Non, j'aime beaucoup Catherine Vautrin. On a été parlementaires en même temps, sur les mêmes bancs de l'Assemblée d'ailleurs, et dans la même partie. Donc j'ai pour elle une amitié que je ne renie pas. Pour autant, regardons les choses avec objectivité. Est-ce que si un élu vous promet que dans le prochain mandat dans lequel il ne sera pas,
et le mandat d'après dans lequel il ne sera pas, on votera des budgets qu'il ne votera pas, est-ce que ça vous paraît crédible? La réponse est non. Si on veut faire une loi, on met une loi de programmation, et la loi de programmation, elle le dit chaque année, on mettra tant. Là, comme le dit Monseigneur Roger, c'est une loi qui dit on mettra. Voilà. C'est une promesse qui n'est même pas une promesse pour les 2 ans qui vont venir, c'est une promesse pour les 10 ans qui vont venir, donc qui n'engage pas les gens qui prennent l'engagement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que 1 milliard sur 10 ans, avec l'inflation, c'est à peu près l'augmentation du coût de la vie sur les soins palliatifs. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de soins palliatifs dans les 20 départements dans les 10 ans, avec ce programme financier, dans les 10 ans qui viennent. Le troisième point, c'est que même s'il y avait l'argent, il faut connaître la position de nos hôpitaux, la situation de nos hôpitaux. Même quand vous avez l'argent, vous ne recrutez pas. Parce qu'il y a une crise des métiers sanitaires, de l'infirmière en passant par l'aide-soignante et par les médecins. Or, les soins palliatifs, ce n'est pas des soins de médicaments, ce n'est pas des soins techniques. Bien sûr qu'il y a de la soignant. Mais c'est des soins humains, c'est de la présence humaine. Donc dire on va mettre de l'argent, même si c'était vrai, ça nous mettrait dans une situation dans laquelle on n'aurait pas la possibilité, en tout cas dans les années qui vont venir, de recruter. Et attention, et le mot du président de la République, attention à ne pas faire une loi par défaut. Une loi par défaut, regardez ce qui se passe au Canada. Il y a 2 éléments intéressants. Ils feront une loi sur le suicide assisté, en gros, un peu calqué sur l'État de l'Oregon aux États-Unis. Donc, vous avez 6 mois à vivre, on vous donne des médicaments, vous les prenez si vous voulez. Donc, c'est le volet... Des médicaments pour mettre un terme à ça. Oui, médicaments, substances létales. Donc, vous les prenez ou vous ne les prenez pas. La première des choses qui est intéressante, c'est que presque la moitié des personnes ne le prennent pas, voilà, après l'avoir demandé. Ça montre que la situation humaine dans ces moments-là, elle est quelquefois ambivalente, changeante. La liberté, c'est bien d'ailleurs de changer d'avis. Le deuxième élément, c'est que dans un premier temps, ils ont dit au Canada, c'est moyen terme, 6 mois, pour revenir sur les critères très stricts que vous avez évoqués. Et puis un jour, ils ont dit, mais on va passer à autre chose. Voilà. Pourquoi 6 mois? Pourquoi pas 1 an? Pourquoi pas 2 ans? Celui qui est en grande souffrance, pourquoi il n'y aurait pas droit, même s'il a 10 ans devant lui? Pour l'instant, le projet de loi en France exclut les personnes dont une maladie psychiatrique, par exemple, altère gravement le discernement. Oui, mais la maladie psychiatrique, vous voyez bien qu'elle est désormais, avec la même loi en Belgique, désormais c'est autorisé. Ce n'est pas des mineurs, mais les mineurs, c'est autorisé en Belgique. Et maintenant, il n'y a plus de restriction de pronostic vital au Canada. Et ça veut dire qu'à la fin, c'est bien la question qu'il faut qu'on se pose, c'est la fraternité. À la fin, les statistiques canadiennes et les statistiques de l'Oregon montrent que la mort est plus souvent donnée aux minorités ethniques et aux pauvres. Parce que si j'ai 6 mois à vivre, si vous avez 6 mois à vivre, que vous avez un entourage, que vous avez de l'argent, que vous avez les moyens de pallier à tous les inconvénients que la fin de vie, à la fois sur le plan psychologique et humain, peuvent poser, vous aurez quand même plus de facilité à avoir envie de vivre que si vous vivez dans un habitat insalubre, totalement isolé. Attention à ce que derrière cette idée de la liberté individuelle, il n'y ait pas une fracture de fraternité. Et justement, ces personnes-là qui sont en grande difficulté, plutôt que de leur donner un droit à la mort, est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner un droit à la vie, un droit à l'épanouissement, un droit à ne pas être seul, un droit à ne pas être abandonné? Et en même temps, Jean Leonetti, j'ai envie de vous dire, de la même manière que depuis 25 ans, vous le rappeliez, il y a une injonction de la loi que chaque Français puisse avoir accès aux soins palliatifs. Ce droit à la vie que vous mentionnez, c'est tout à fait un projet de société dans lequel peut-être tout le monde se reconnaîtrait, et en même temps, on n'y arrive pas concrètement. Alors, vous êtes dans la logique terrible de dire, puisqu'on n'y arrive pas, faisons autre chose. Et puisqu'ils souffrent et qu'on n'arrive pas à les soulager, donnons-leur la mort. C'est pas ça votre question.
C'est pour vous pousser dans le retranchement en de fait, la situation dans laquelle nous nous trouvons, derrière cela, évidemment. Derrière cela, c'est effectivement quel regard nous portons sur la vie. Est-ce que nous considérons la vie comme un bienfait? Est-ce que nous considérons la liberté humaine comme capable? Vous voyez, c'est vraiment un regard d'espérance globale. Et Oui. les soins palliatifs ont manifesté une capacité médicale à se renouveler dans le mode d'accompagnement des malades. Aujourd'hui encore, on fait des progrès et on en fera de manière transdisciplinaire dans la capacité de traiter les douleurs aujourd'hui réfractaires. Dans plein de domaines, je pense aussi les soins palliatifs pédiatriques, voire de néonatologie, on fait des progrès. Et donc, il y a une question de progressisme, on pourrait dire, hein, de voir que nous pouvons progresser dans notre capacité à vivre la fraternité la plus large possible. Je vous ai entendu dire déjà, nous sommes progressistes. Mais je le maintiens. Et puis, vous voyez, il y a, derrière ça, si on déplace l'interdit de la mort, qui est structurant, comme le rappelait Jean Leonetti, de toute société, alors tout d'un coup, toutes sortes de digues tombent et beaucoup de critères affirmés sont extrêmement fragiles. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup disent, comme c'est le cas maintenant en Belgique, de supprimer la mention de quelques diagnostics vitaux que ce soit. Mais en revanche, si on a cette contrainte positive du respect de tous, alors ça va nous conduire à chercher autre chose pour mieux accompagner dans la fraternité. Vous voyez, j'étais très frappé dans la revue d'idées France Forum, qui vient plutôt du centre, quelques propositions. Mettre les EHPAD au cœur de la cité. Que les personnes en fin de vie, âgées, ne soient pas reléguées, mais soient au contraire au cœur de la cité. Ouais. Former, dit aussi le texte, dit cette proposition, on forme souvent les jeunes au premier secours, eh bien former un peu au dernier secours. Comment est-ce qu'on s'entraide dans notre société pour accompagner les personnes qui sont près de la fin de leur existence terrestre? Et puis également, comment est-ce qu'on vient en aide aux aidants, notamment de malades atteints de maladies neurodégénératives, Alzheimer en particulier? C'est vrai qu'il y a des situations extrêmement difficiles, mais au lieu de supprimer le problème en reniant un peu ce qui fait notre dignité de société, comment est-ce que, en nous appuyant sur ce qui fonde notre fraternité, ouvrir des chemins nouveaux d'attention les uns aux autres. Je vais revenir dans un instant sur la question de la souffrance personnelle, individuelle, mais vous citiez les EHPAD, Monseigneur Rouget, le président de la mutuelle MGEN, Mathias Savignac, a indiqué dans une interview à Marianne à propos de l'aide à mourir, le taux de suicide des personnes âgées en France montre que la demande est déjà là. On sait bien combien les EHPAD peuvent être des lieux abandonnés aujourd'hui. Il y a eu tout le débat récent sur le sujet. Et chacun de nos téléspectateurs peut s'interroger lui-même sur la manière dont il va prendre soin des personnes qui sont parfois bien prises en charge dans une maison, mais qui ont besoin de garder un espace relationnel. Pour moi, comme évêque, c'est extrêmement important de veiller sur toutes les équipes d'accompagnement spirituel qui sont présentes dans les EHPAD. D'ailleurs, ce mot EHPAD, j'avais eu l'occasion de le dire pendant la Covid, cet acronyme est atroce. Il faudrait dire des maisons de retraite, comme on le disait naguère, même des maisons de retraite médicalisées, si on le veut, mais des maisons qui sont des vraies maisons et qui ne sont pas des acronymes pour se débarrasser d'une question humaine essentielle. Et donc, je suis heureux d'entendre ce cri d'alarme, finalement, que lance la personne que vous citiez, mais c'est d'abord à chacun d'entre nous que cette question est posée. Qu'est-ce que nous faisons pour que les personnes en fin de vie, âgées, pour qu'elles soient mieux prises en charge pour notre société, et c'est important qu'elles le soient non seulement pour elles, mais aussi pour nous tous, parce que c'est ce qui nous fait vivre à hauteur d'humanité. Les EHPAD sont mentionnés dans le projet de loi. Moi, je suis profondément choqué par la phrase du président de la MGEN. Une mutuelle, c'est quoi? C'est un accompagnement financier de soins. Que celui qui accompagne financièrement les soins en complément de l'assurance maladie, sécurité sociale, viennent dire que parce qu'il y a des gens qui se tuent, il faut le légaliser. C'est exactement ce qui est en train d'être dit. Ça me choque profondément de sa position et de la phrase utilisée. Est-ce que si demain on dit il y a beaucoup de femmes seules qui se suicident, voilà.
Est-ce qu'on va dire, oui, bien, il faut ouvrir la possibilité aux femmes seules de se suicider? Peut-être la phrase est peut-être sortie de son contexte, hein, mais... Elle n'est pas sortie de son contexte. Elle dit, il y a beaucoup de personnes âgées qui se tuent, il y a une demande, répondons à la demande. Mais est-ce que la société doit répondre à la demande individuelle et pas se poser la question de dire quelle est la souffrance que je pourrais soulager pour qu'il ne veuille pas se tuer, pour qu'il ait envie de vivre? Mais regardez aussi sur les valeurs. Qu'est-ce que c'est la droite? La droite, c'est l'individu. La droite, c'est la liberté. Si vous disiez une valeur de la droite. Et la gauche, c'est quoi? C'est la solidarité, c'est la fraternité. Et on nous explique que le fait de donner la mort serait une valeur de gauche. Non. De progrès, de progressisme. Non. C'est à la limite que le président de la République dise « j'augmente la liberté individuelle », en faisant que ceux qui veulent se tuer, on va les aider à le faire. C'est effectivement une valeur qui va dans le curseur liberté, mais pas dans le curseur fraternité. Dans le curseur fraternité, celui qui souffre, on le soulage, on ne l'élimine pas. Vous dénoncez les paradoxes, les contradictions, l'instrumentalisation ou du moins les choix de sémantique face à la souffrance humaine. Attention, vous voyez, précisément, les réalités humaines sont paradoxales. Et il nous faut tenir ensemble la liberté et la fraternité. La prise en compte très très attentive de la souffrance des personnes et une manière d'exercer vraiment l'accompagnement de tous. Donc une chose est le paradoxe, une autre est la contradiction. Et vous savez combien le « en même temps » présidentiel fait couler de l'encre. Et bien précisément, l'en même temps peut être le paradoxe fécond, mais il peut être aussi la contradiction qui n'ouvre pas un chemin de justice et de vérité. Et en un sens, le discernement que nous avons à faire, c'est entre le paradoxe et la contradiction. Prétendre ne pas ouvrir un droit nouveau en ouvrant une possibilité au suicide assisté et à l'euthanasie, c'est une contradiction. En revanche, penser ensemble la liberté et la fraternité, c'est le paradoxe qui permet à la société d'exister. Vous aviez parlé tout à l'heure de la souffrance personnelle. Il est probable, imaginable, possible que beaucoup de personnes qui souffrent se disent que vos propos, vos réflexions sont belles, intéressantes, riches dans le rapport, dans la responsabilité aux autres et à la société, mais qu'on n'y pense pas du tout quand on est dans le gouffre de la souffrance personnelle. On est d'accord. La souffrance, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la douleur, la souffrance physique, mais pas que. La souffrance physique, aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, et en particulier dans les unités de soins palliatifs, on arrive à la juguler, parce qu'on a beaucoup plus de moyens techniques, et de moyens techniques qui n'altèrent pas la conscience. Donc ça, c'est la première des choses. Après, il y a la souffrance morale. Souffrance morale, si je vous dis, vous allez mourir vous ne souffrez pas, mais vous allez mourir dans 1 heure, vous avez une souffrance morale. De votre vulnérabilité, du tragique de la vie, de l'abandon de l'existence. Donc cette souffrance morale, elle est étroitement liée à la souffrance de la maladie. Cette souffrance morale, elle peut être combattue aussi, en dehors du fait que la douleur a toujours un retentissement psycho-affectif. C'est-à-dire que l'homme est un animal qui pense sa souffrance et qui pense sa douleur et qui l'amplifie par le fait de s'y investir. Et puis il y a une troisième souffrance qui est une souffrance existentielle. C'est ma vie vaut-elle la peine d'être vécue? Donc là-dessus, effectivement, on ouvre sur les horizons. Camus commence le mythe de Sisyphe en disant il n'y a qu'un seul problème philosophique, c'est le suicide. Ma vie vaut-elle la peine d'être vécue? Et si je réponds par la négative, je dois m'éliminer. Mais vous voyez bien qu'on est dans le suicide purement individuel. L'existentiel, c'est de la philosophie. C'est très peu de gens se tuent parce qu'ils pensent dans une situation confortable que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Celui qui se lève le matin, qui est entouré, qui a de l'affection autour de lui et qui dit finalement est-ce que ma vie vaut la peine d'être vécue, qui répond non et qui se tue, ça n'existe pas. Ceux qui se tuent, ce sont des gens qui sont dans une impasse de souffrance. Ils ne voient pas la possibilité d'ouvrir une porte.
Et c'est la raison pour laquelle je reviens sur l'idée. Le suicide, ça n'est pas répréhensible sur le plan légal. Et je dirais même que dans certaines circonstances, c'est compréhensible. Qu'est-ce que doit faire la société face à ça? Elle ne doit pas le considérer comme une liberté, mais comme une souffrance qu'elle doit absolument juguler. Autrement dit, elle ne donne pas la liberté à l'individu, à la personne. La liberté, je l'ai. Oui. La liberté, je l'ai. La liberté, je l'ai. Si je veux me tuer, je peux me tuer. Et le deuxième volet, c'est les gens qui se tuent, il faut que je les empêche de se tuer. Non pas les empêchant par la contrainte, il faut que je leur redonne le goût à la vie. Une société doit sécréter de l'espérance. Une société qui sécréterait l'idée que certaines vies ne méritent pas d'être vécues et que donc on peut les supprimer, à mon avis, est une société qui est mortifère. Oui, la question de la souffrance est une question immense. Et pour nous chrétiens, je le dis vraiment chrétien maintenant, on ne peut pas parler facilement de la souffrance. Il ne s'agit pas de tenir des discours sur la souffrance. Et la réponse chrétienne à la souffrance, c'est que Jésus est venu la partager. Et la réponse du chrétien à la souffrance, ce n'est pas de l'expliquer, de l'atténuer, c'est d'être proche de ceux qui souffrent. Parfois en ne sachant pas trouver les bons mots, mais en étant là simplement, en tenant la main parfois, parce que la souffrance est un mystère abyssal. Mais en même temps, comme l'a dit si bien à l'instant Jean Leonetti, une société ne peut être vraiment société que si elle sécrète de l'espérance. Parce qu'au fond, finalement, la question, c'est le sens de la vie. Est-ce que la vie humaine vaut la peine d'être vécue? Et puis, je voudrais ajouter encore un point. Dans le projet de loi, il y a un point qui m'étonne beaucoup, c'est que la mort peut être administrée par la personne elle-même, un personnel de santé, ou un tiers désigné. Je ne sais pas très bien d'où cela est sorti, peut-être d'une législation étrangère. Et j'ai entendu dans les premiers débats en commission spéciale qu'on réfléchissait à une forme d'aide psychologique du tiers qui aurait donné la mort. Comme si on anticipait que cela serait traumatisant pour ce tiers. Et donc, c'est bien le signe que, d'une certaine manière, la mort provoquée, c'est peut-être pour telle ou telle la suppression d'une souffrance, mais c'est aussi la génération d'une souffrance. Et l'important, c'est que toute souffrance soit évitée et, si possible, accompagnée pour que le goût de vivre soit le plus largement possible partagé. La clause de conscience des soignants, d'ailleurs au-delà même des médecins, elle est sauve, Jean Leonetti. Le projet de loi le dit. C'est le minimum requis quand même. Les médecins, ils sont faits pour augmenter la durée de la vie et augmenter la qualité de la vie. C'est leur mission. Ils ont fait médecine pour ça. Et quand je dis les médecins, c'est aussi bien les médecins, les infirmières, les aides-soignants. C'est apporter quelque chose à l'autre et essayer d'améliorer la durée de la vie et la qualité de la vie. Là, on leur demande de faire une ordonnance pour des substances létales, à la demande du patient qui le souhaiterait dans les conditions qu'on a évoquées. Là ils n'ont pas à faire veut dire que les pays qui ont légalisé, entre guillemets, le suicide assisté ont conservé la clause de conscience. Donc, ça serait tellement aberrant d'obliger. Mais attention, réfléchissons un instant. C'est la loi demain. La loi dit, j'ai une souffrance insupportable, j'ai un pronostic vital engagé à moyen terme, voilà, et donc en conséquence, je demande à ce qu'on m'assiste à mon suicide. On m'assiste dans mon suicide. Dans ces conditions-là, je suis dans un établissement. Le médecin dit, moi je ne fais pas. Voilà, il a le droit de dire, moi je ne fais pas. Il doit indiquer un endroit où ça se passe. Donc il va dire, bah, écoutez, il y a un autre établissement. Ou un médecin qui va pouvoir venir et exécuter, le terme est peut-être mal choisi, la volonté du patient. Donc, imaginons qu'il n'y ait pas de médecin dans un établissement. Imaginons que, tiens, soins palliatifs Jeanne Garnier, voilà. On leur dit, à Jeanne Garnier... C'est un établissement catholique pour ceux qui... Voilà. On a déjà fait. Il y a clause de conscience. La clause de conscience va être très largement partagée, je suppose. Donc, qu'est-ce qui se passe?
ou bien vous sortez de l'établissement et vous êtes en rupture de soins à double titre pour aller faire dans une maison de l'accompagnement l'acte euthanasique, ou bien vous faites venir quelqu'un à l'intérieur d'un Garnier pour venir donner la mort à un patient dont vous avez, entre guillemets, la responsabilité de l'accompagnement. Le projet de loi l'impose pour l'instant, me semble-t-il, si j'en ai fait Il va la lecture. l'imposer. La loi, c'est la loi. La loi, elle va s'imposer. Donc le malade qui va le revendiquer, eh ben, il va l'obtenir. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas que ça créera un certain nombre de situations de tension dans les équipes soignantes, qu'elles participent ou qu'elles ne participent pas à cette situation-là? Cette question de l'objection de conscience est donc très importante. Et puis il y a, comme vous l'avez dit, les médecins, mais aussi les infirmières, les aides-soignantes, qui sont parfois moins bien lotis, si j'ose dire, en termes d'objection de conscience. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est des personnels qui sont en grande souffrance depuis l'annonce du projet de loi, parce que tous ceux qui s'impliquent énormément dans les soins palliatifs se sentent en quelque sorte désavoués par la puissance publique. Et puis, il y a le statut des maisons elles-mêmes, qui ont parfois une histoire spirituelle, une histoire de valeurs humaines. Et est-ce qu'on pourra, par exemple, en faisant appel au dispositif juridique des entreprises à conviction, permettre que certains lieux mettent dans leur règlement intérieur, par exemple, qu'on n'y pratique pas l'aide active à mourir? Et puis, il y a la question aussi des pharmaciens, en particulier pour l'aide active à mourir à domicile, telle qu'elle est prévue par le texte de loi. Et ça, pour le coup, la clause de conscience n'existe pas pour eux. Il est même précisé qu'elle n'existera pas. Et justifié en disant que comme ils sont un peu à distance de la personne qui serait rejointe par le produit létal, eh bien, ils sont moins psychologiquement engagés. C'est quand même un argument extrêmement faible. Et il me semble très important que des pharmaciens d'officine puissent avoir la liberté de ne pas être le réceptacle entre une pharmacie centrale et une personne pouvant bénéficier dans la nouvelle loi de l'aide active à mourir, de ne pas être tenu d'être un lieu de transit de produits létaux. Et cette question de l'objection de conscience, elle est très importante parce qu'elle dit quelque chose de notre société où la loi et la conscience, à nouveau, paradoxe, doivent pouvoir s'articuler. Il nous reste à peine 5 minutes. On entend souvent dire que le texte est l'aboutissement d'un débat démocratique exemplaire. Après l'avis du Conseil consultatif national en 2022, la Convention citoyenne en 2023, divers rapports, dont l'Académie de médecine, ou l'évaluation de la loi qui porte en partie votre nom, la dernière. Quel regard vous portez sur ce chemin français ? Ça sera un peu la conclusion de cette émission autour de l'impact que pourrait avoir ce projet de loi. Quel regard vous portez sur ce qui a été le chemin français et là où on en arrive autour de cette question des malades en fin de vie, de la prise en charge, de l'accompagnement? Tout dépend comment on pose les questions. D'abord, quand on pose une question en disant « est-ce que la loi couvre toutes les situations ?» Il n'y a aucune loi qui couvre toutes les situations. Donc, faire un collectif et leur dire « est-ce que la loi couvre toutes les situations ?» Tous les médecins savent très bien que toute situation est particulière, exceptionnelle, que chacun a une vie propre et donc chacun a une fin de vie propre. Et que donc, en conséquence, il y a un cadre, mais des solutions toutes faites qui s'adapteraient à chaque cas n'existent pas. Regardez donc qu'on pose la question, est-ce que vous ne pensez pas que la loi actuelle, et je le répète, aucune loi n'y parvient, règle tous les problèmes? La réponse est non. Et donc vous ouvrez à ce moment-là le débat. Le président a pris le temps. Ce n'est pas le problème du temps, c'est le problème de la méthode qui a été utilisée. Si on était rigoureux sur le plan scientifique, on se poserait la question de dire, et si on parlait aux personnes concernées? Parce que vous rentrez dans un EHPAD, ou bien vous voyez une situation de souffrance et vous dites « moi, je préférerais mourir que d'être comme ça ». Et quand vous êtes comme ça, vous n'avez pas envie de mourir. Et si on posait la question aux gens en fin de vie, on l'a fait d'ailleurs, on s'aperçoit qu'ils ont envie de vivre. Donc, majoritairement. Donc, attention à l'opinion de l'instant, qui est une opinion qui va vers l'individualisme, la qualité de la vie. Et vous êtes battu dans votre travail législatif contre cette opinion et ces sondages? L'opinion, ce n'est pas une pensée, dit Lacordaire, il a raison. Une pensée, c'est quelque chose qui est profond. C'est pour ça que les sondages dans ces domaines de complexité n'ont pas une très grande valeur, tout dépend comment on pose la question.
Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui souffre atrocement pendant 15 jours et qui aboutit à la mort ne devrait pas avoir la mort 15 jours avant? La réponse, elle est oui. Mais je ne suis pas à la place de l'autre. Il y a une... Pardon, Monseigneur, de dire des choses qui sont à l'encontre de l'idée religieuse et des morales établies. On nous dit toujours, mets-toi à la place de l'autre, tu n'es pas l'autre. L'autre est un autre. Et cet autre-là, dans sa fragilité, doit être respecté dans sa fragilité. Moi, quand je rentre, je suis debout, je regarde un malade allongé, et je dis, moi, si j'étais comme ça, mais tu n'es pas comme ça. Et le jour où tu seras comme ça, peut-être que tu t'accrocheras à un brin d'espoir et un brin de vie, et que tu espéreras que la personne qui est debout devant toi ne te dirait pas « tu es de trop, ta vie doit être interrompue parce que tu es arrivé à un stade de vulnérabilité que moi, debout et vivant, je n'accepte pas ». Monseigneur Rouget, le mot de la fin. Oui, moi je trouve que c'est très important que certes, il y a des concertations qui ont eu lieu, mais qu'on s'écoute vraiment. Je sais que beaucoup de soignants ont le sentiment de ne pas avoir été assez écoutés aujourd'hui. Je vois par exemple que les gériatres regrettent de ne pas être écoutés par la commission spéciale à l'Assemblée nationale. Et puis par exemple, le CCNE, dans un avis qu'on peut discuter, disait que toute évolution législative devait avoir comme préalable une pleine application de la loi Claes-Leonetti. Et donc on fait des rapports, mais on ne les prend pas suffisamment au sérieux. Moi, ce qui m'avait beaucoup impressionné, je le dis sans flagornerie pour Jean Leonetti, au moment de la première commission Gors-Leonetti, c'est que les membres de la commission avaient tous des positions différentes. Et c'est le sérieux du travail, de l'écoute, de chacun et de tous, qui a permis d'arriver à un consensus éthiquement ambitieux. Et je crois que c'est aussi quelque chose de notre dignité humaine, de faire ce pari que si nous nommons les choses de manière exacte, que si nous nous écoutons en profondeur, on peut trouver un chemin de justice et de paix. Vous avez évoqué Camus, mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Je crois aussi qu'on peut dire de manière positive que bien nommer les choses, à partir d'une écoute des personnes dans toutes leurs situations, peut contribuer au bonheur et à la paix du monde. Merci beaucoup à tous les deux pour ce dialogue, cette conversation autour des enjeux sur la fin de vie qui invite aussi à réfléchir évidemment aux impacts de ce projet de loi en cours d'examen au Parlement. Je vous renvoie, vous qui nous suivez, aux différentes émissions et débats sur le sujet de la fin de vie à retrouver sur notre site ktotv.com. Je remercie François Bollard, directeur des technologies et de production, à Valentin Bertrand qui nous a aussi mobilisés avec l'équipe en régie et bien sûr merci à l'équipe de la rédaction qui a préparé cette émission. À très bientôt sur KTO.